Bonsoir à tous, bienvenue dans la Cour des Grands, ce rendez-vous des leaders qui reçoit pour vous sur ce plateau ce soir un diplomate. Eh bien, c'est son Excellence, Monsieur Matthias Velten, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ici en Guinée. Avec lui, il sera question de parler un peu du monde diplomatique, de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne, des grands défis et les enjeux qui nous attendent. Puis enfin, nous mettrons un accent sur la politique migratoire en vue de lutter ou de réduire en quelques mots l'immigration clandestine. Alors ne zappez pas, je vous retrouve dans un instant. Son Excellence, Monsieur Matthias Velten, Guten Tag. Guten Tag et bonjour. Merci et bonne arrivée sur ce plateau. Merci pour l'invitation d'être avec vous. Vous avez plusieurs fois servi au sein du ministère des Affaires étrangères de votre pays, puis ensuite fait partie de la représentation diplomatique de l'Allemagne à l'étranger, notamment à Moscou, à Lomé, à Abuja. Et depuis 2015, vous êtes ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ici en Guinée. Pourquoi tant d'amour pour le monde diplomatique? C'est peut-être plutôt l'amour pour l'Afrique, comme vous avez vu, avec maintenant troisième poste en Afrique et entre-temps aussi au ministère un travail sur les continents. Ça m'intéresse franchement comme diplomate être sur le niveau international pour faire la connaissance avec l'étranger, avec d'autres cultures, avec d'autres hommes et femmes et pour aussi un peu assister, aider à, disons, améliorer la coopération internationale, pas nécessairement seulement entre les pays, mais aussi entre les individus. C'est un rêve devenir réalité ou un héritage? Bon, pour moi-même, personnellement, je suis le premier diplomate de la famille. Si je peux comparer que parmi mes quatre grands-parents, trois viennent de familles de paysans, c'est-à-dire ça c'est pas une sorte de racine dans le milieu international depuis longtemps, non, c'est l'inverse. Mais c'est intéressant et je dois dire, bon, il y a toujours des travails pas tellement agréable, mais dans l'ensemble, c'était toujours un travail très intéressant. Alors, depuis tout petit, vous rêvez d'être ambassadeur. Aujourd'hui, c'est fait. Vous êtes en Guinée, vous représentez votre pays ici. En tant qu'ambassadeur, quel rôle vous jouez en Guinée? Bon, ça c'est bien sûr officiellement, je suis le représentant de l'Allemagne, formellement de mon président. Aussi de mon gouvernement, parce que mon chef immédiat, ça c'est le ministre des Affaires étrangères. Il y a aussi la représentation de toutes les structures de l'Allemagne finalement, parce que dans une certaine manière, je suis aussi les représentants des structures de l'Allemagne, peut-être on peut parler plus tard de cela, mais aussi je suis le représentant des Allemands en général et j'encourage toujours les gens, surtout les Allemands qui viennent, aussi de chercher le contact avec l'ambassade pour, disons, entrer en dialogue et donner peut-être les conseils comment améliorer les relations entre l'Allemagne et la Guinée. Alors, vous avez certainement des objectifs que vous voulez atteindre. Je veux vous poser une autre question peut-être. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir avant la fin de votre mandat, votre séjour de travail ici? Bon, il y a une ligne générale, ça c'est faire en sorte que les relations soient améliorées ou élargies en général et qu'on a vraiment contribué, ce n'est pas nécessairement le travail de l'ambassade d'exécuter les projets, mais rendre possible à tous les acteurs dans les relations bilatérales, mais aussi régionales, internationales, de faire leur travail et contribuer à leur succès. Directement, j'aimerais bien voir, et je vois déjà, je constate déjà, une meilleure ou une autre perception de
sur ce problème de la migration, ou plutôt une meilleure compréhension du potentiel dans la jeunesse de la Guinée. Pour moi, ça c'est la question clé en principe du développement de ce pays. Si on peut tout d'abord convaincre la jeunesse de rester ici et développer ce pays avec les initiatives. Nous allons parler tout à l'heure de votre politique migratoire. Mais bien avant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette relation qui existe entre nos deux pays? Comment est-ce que votre président, la chancelière dame Angela Merkel, chez nous, chef du gouvernement, qu'est-ce qu'ils font pour durcir cette relation qui existe déjà entre nos deux nations? OK. Pour les relations en direct, je voudrais bien mentionner le fait que la Guinée fait partie d'une initiative de G20 qui a été initiée par l'Allemagne, qui s'appelle G20 Partenariat avec l'Afrique, Compact with Africa, qui a pour but d'encourager les activités aux réformes économiques et les conditions cadres pour les investissements et finalement aussi les investissements dans les pays africains. Ça, c'est un groupe qui compte maintenant 12 pays de l'Afrique. Et je pense, vu la situation de la Guinée, ça c'est déjà une grande, pas honneur, mais une grande reconnaissance pour les efforts que la Guinée a fait. En concret, la Guinée et son président ont participé aux deux sommets, petits sommets de l'Allemagne avec l'Afrique en 2017 et 2018. Et quelles ont été les retombées? Retombées, je dirais tout d'abord mettre en marche cette initiative et puis d'encourager des réformes et de participer maintenant au congrès aussi concret des investissements où la Guinée a pu participer dans l'année passée et maintenant aussi avec la perspective dans l'avenir. Mais aussi le fait que le président fédéral a aussi invité les partenaires de l'Afrique et a souligné son commitment, engagement personnel pour la coopération avec l'Afrique. Il faut voir, bien sûr, on parle très souvent en Allemagne, pas seulement individuellement de la Guinée, mais aussi d'améliorer les relations avec l'Afrique en général, mais surtout avec la sous-région west-africaine. Vous parlez de relations entre l'Allemagne et l'Afrique. C'est vrai que le but, c'est de promouvoir la croissance économique pour vos pays partenaires, mais comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains estiment que l'Allemagne est aujourd'hui un Eldorado pour eux? Pourquoi se lancer dans l'immigration clandestine? Eldorado comme, disons, pays à y aller. Peut-être on peut expliquer la migration actuelle, la migration clandestine, comme résultat d'une perception de la jeunesse qui est partiellement justifiée par des conditions difficiles objectives qui existent dans beaucoup de pays de l'Afrique, mais aussi, disons, une sorte de perception subjective où on compare et pense, voilà, on peut voir les belles images de l'Allemagne et pense tout est propre, tout est réglé, tout marche bien et tout le monde a du travail. Ce qui n'est pas vrai dans tel sens. Et pour cela, beaucoup disent c'est mieux d'y aller, et ceux qui disent même on ne peut plus attendre des bonnes choses ici, on doit y aller. Et l'Allemagne est peut-être devenue, avec cette image d'une économie forte, les pays de rêve de beaucoup de gens. Dans l'autre sens, je sais aussi qu'en principe, la majorité des jeunes, en principe, s'ils ont le choix de rester ici dans des conditions favorables ou plus favorables et émigrer sous des conditions difficiles, ils restaient ici. Et pour cela, je pense que c'est maintenant une sorte de
de priorité maintenant d'encourager la jeunesse de chercher les chances et les perspectives ici. Mais de l'autre côté, je voudrais souligner qu'en Allemagne aussi, on voit beaucoup plus maintenant la nécessité de développer l'économie, les investissements en Afrique qu'auparavant. La meilleure solution, c'est de rester chez soi, s'investir ici, mais avec le gouvernement en place, est-ce que vous avez des stratégies pour maintenir la jeunesse, par exemple, guinéenne? Je vois et je crois bien que le gouvernement a la même perspective. Et je me souviens très bien des propos du président de la République peu après mon arrivée ici, où il a très clairement dit la migration clandestine, c'est pas seulement un flot et c'est pas seulement une chose mauvaise pour ceux qui se trouvent en danger ou qui subissent des défis très difficiles sur le chemin, mais ça c'est aussi une perte pour la Guinée. On perd cette jeunesse et il faut faire quelque chose et pour cela il a mis ça dans ce cadre. On doit développer économiquement ces pays avec beaucoup d'investissements, etc. Et ça c'est dans le grand plan aussi clair, mais aussi sur le petit plan, je pense on doit aussi faire plus. Là, je vois que le gouvernement aussi a développé sa politique. Au début, c'était très concentré sur les grands projets d'investissement. Maintenant, on voit aussi, en même temps, on doit encourager la jeunesse, on doit développer des mesures, des activités plus ciblées avec les microcrédits, par exemple, avec des modèles pour donner aux jeunes des assistances pour l'entrepreneuriat, etc. Ça, c'est maintenant en train d'être, je dirais, perfectionné ou élargi. Il y a des activités du gouvernement, mais aussi il y a des activités avec les partenaires. J'avoue qu'on a eu besoin de quelques temps pour avancer dans ce sens-là, parce que ça c'est un peu, c'était pas l'aide au développement classique, c'est une nouvelle approche d'agir beaucoup plus ciblée vis-à-vis la jeunesse. Mais maintenant on est en train de développer plus des activités, surtout entre l'Union européenne et ses pays membres et la Guinée. D'accord. Ça, c'est le rôle que doit jouer la Guinée. C'est vrai qu'être ambassadeur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Cela demande une connaissance approfondie de son pays et des relations qui régissent les États concrètement de l'autre côté, dans votre pays. Que fait le régime en place pour lutter, réduire l'immigration clandestine? Disons en un mot, quelle politique migratoire pour freiner l'immigration clandestine? Ici en Guinée? Non, en Allemagne. En Allemagne. La politique migratoire de l'Allemagne est aussi en développement. Ça, c'est combiné avec le développement démographique de l'Allemagne. Il y a aussi en principe, si on veut ça, une réduction à long terme des Allemands à cause de chiffres de croissance démographique. C'est-à-dire on a besoin des migrants et on a reçu beaucoup de migrants déjà des pays de l'Union européenne. Il y avait une migration considérable au sein de l'Union européenne, mais il y a maintenant une situation économique où ça ne suffit pas finalement et à long terme on doit avoir plus des alternatives. L'Allemagne fait maintenant quelque chose, prépare quelque chose que nous n'avons pas fait auparavant, c'est-à-dire nous voulons beaucoup plus ouvrir les portes pour des gens qualifiés. Ce que les États-Unis, Australie, Canada ont fait depuis longtemps déjà, ce qui n'était pas nécessaire pour l'Allemagne, parce que nous étions densément peuplés comparé aux États-Unis et Canada. Mais maintenant, avec le développement démographique, on voit la nécessité. Et là, on est maintenant en train de voter sur une loi
nouvelle loi d'immigration probablement à finaliser l'année prochaine. Et puis, on va publier disons, conditions. Que dit cette loi? Cette loi dit qu'il y a beaucoup, on encourage une certaine immigration déqualifiée en général. Pour l'instant, on cherche déjà des experts pour la technologie informatique et communication. Par exemple, ou des spécialistes là et là, mais dans l'avenir, on va chercher aussi des personnels pour le système de la santé en général, parce qu'on n'a pas assez maintenant des gens pour les institutions du secteur de la santé. Mais, comme je l'ai dit, ça c'est une sorte de changement de notre politique. Actuellement, comme je l'ai dit, il y a seulement la possibilité soit d'immigrer officiellement comme investisseur avec des intérêts comme entrepreneur ou dans quelques professions très recherchées exceptionnellement. Bon, et ça c'est la perspective. Actuellement, la discussion en Europe, en Allemagne aussi, et sur la question de la migration clandestine, ça touche, disons, les faits que des gens arrivent clandestinement et réclament droit d'asile qui est en Europe pas prévu en principe pour des migrants économiques, mais c'est prévu pour les gens qui sont persécutés politiquement. Mais la situation est comme ça que ça c'est un moyen pour essayer d'entrer en Europe. Et pour cela, tellement de monde réclame d'être persécuté sans avoir raison, parce qu'ils disent ouvertement, nous sommes venus pas pour trouver refuge, mais nous sommes venus pour travailler. Hein, ce que les gens me disent aussi ici. Nous voulons pour l'Allemagne pour travailler. Et pas pour... Donc, si je comprends, vous faites généralement face à des migrants économiques et non politiques. Ça, c'est la grande majorité. Nous avons vu, bien sûr, en 2015, avec cette grande vague de migrants, aussi beaucoup qui ont quitté la Syrie à cause de la guerre civile. Ça, on a reconnu comme des réfugiés vrais. Il y a aussi quelques pays comme l'Irak pour une certaine période. Mais la grande majorité, surtout de l'Afrique, ce sont des migrants qui viennent pour des raisons économiques. Ça c'est clair. Ils le disent aussi. Son Excellence, que répondez-vous à ces personnes qui estiment aujourd'hui que le manque de formation fait partie des causes de l'immigration clandestine? Il propose un échange de services niveau formation entre les deux pays. Qu'avez-vous à leur dire? Bon, on peut voir, bien sûr, aussi en Guinée, ça c'est reconnu, on doit améliorer la formation formelle, aussi l'école. Hein, tout le monde connaît la situation. On doit vraiment garantir des études aux écoles primaires et aussi secondaires, mais encore plus aussi améliorer la formation professionnelle, parce qu'on voit partout les possibilités, les chances pour quelqu'un qui connaît son métier dans l'artisanat. Beaucoup plus même que pour les universitaires, là où on a un grand nombre des personnes qui aussi cherchent avec leur formation de travail. Pour cela, je vois bien que ça vaut mieux de maintenant renforcer la formation professionnelle, et dans les idées, non pas dans les idées, dans les programmes qui sont maintenant en élaboration dont j'ai parlé, la formation professionnelle améliorée ou surtout introduite joue un très grand rôle. D'accord. Alors en termes de bilan aujourd'hui, depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Personnellement, je ne veux pas exagérer ma contribution. Ce que je vois est qu'on a beaucoup plus de relations sur différents niveaux entre la Guinée et l'Allemagne, pour commencer avec cela. On est très avancé avec la question de la migration clandestine, surtout, mieux dit, sur la question de
attirer l'attention sur la jeunesse comme clé pour le développement de ce pays, sur la discussion d'encourager la jeunesse, de créer la confiance dans les propres talents, dans les initiatives, reconnaître le potentiel de la jeunesse et laisser plus d'espace pour le développement individuel dans ce pays et pas nécessairement attendre aux activités de l'État qui est loin ou des autorités, etc., etc. Encourager l'initiative individuelle, ça c'est vraiment, je pense, un élément clé. J'en ai parlé depuis que je suis ici, mais je vois que la discussion est maintenant partout. Vous-même, vous m'avez raconté des missions différentes qui s'occupent de ces questions. Ce n'était pas le cas il y a quelques ans. Pour cela, je vois ce progrès. Mais mon rôle personnel, peut-être ça c'est aux autres de juger, je suis satisfait que on se trouve pour moi sur le bon chemin. On ne peut pas avoir les miracles dans un très très bref délai, mais on peut voir le progrès. Ça c'est l'essentiel. Sur le plan politique, votre arrivée a coïncidé avec de multiples manifestations en Guinée par exemple. Quel a été votre niveau d'implication pour la résolution des conflits? Bon, il y a deux choses à distinguer. Une, ça c'est, disons, les relations entre le parti politique et le processus avant les élections et après les élections, etc. Je trouve que c'est très important que les Guinéennes comprennent que ça c'est leur affaire et ils doivent trouver des solutions. J'ai vu toujours les périodes, disons, de confrontation et puis on a trouvé des consensus, on est avancé et on était capable aussi de trouver des compromis politiques qui sont nécessaires pour la vie. De l'autre côté, il y a cet élément où on parle disons, des dangers pour la violence inhérente pour des raisons différentes, pour par exemple manque des expériences démocratiques dans ce pays, manque des moyens, la pauvreté, des antagonismes sociaux, etc. Là, nous voulons contribuer avec d'autres partenaires ou avec les programmes de la coopération. Je veux citer seulement un exemple qui est géré par une ONG engagée dans la prévention des conflits, pas seulement en Guinée, Weltfriedensdienst. Ici, l'institution ou l'organisation s'appelle Baïonnette Intelligente et un des objectifs de ces activités, c'était d'arrêter ou contribuer à arrêter la violence aussi ici à Conakry, surtout sur l'Axe, où on a réussi à mettre ensemble des représentants des groupes de jeunes et des représentants des forces de sécurité, de la gendarmerie et de la police. Et on a vraiment réussi d'établir des contacts directs. Je parle des représentants de jeunes, je ne parle pas des représentants des partis politiques qui ont fait la politique, mais des jeunes eux-mêmes qui aussi ont dit c'est une amélioration nette de la situation. Auparavant, on était totalement dans la confrontation, il n'y avait pas de contact direct. Aujourd'hui, on se connaît un peu. Ça n'a pas encore résolu tous les problèmes sur l'Axe, c'est clair, mais on a contribué vraiment à une nette amélioration dans les détails et j'encourage toujours aussi les autorités de la Guinée de suivre cet exemple parce que je pense que c'est très bien possible avec des mesures de contact direct, avec des échanges directs, de créer plus de confiance entre les forces de sécurité et la population. Son Excellence, on va rentrer un peu dans l'histoire. Nous voulons bien savoir comment est-ce que l'Allemagne est devenue aujourd'hui une république fédérale. Oui, l'histoire de l'Allemagne est un peu compliquée, bien sûr, mais en général, on peut voir l'Allemagne
dans la période après le Moyen Âge, comparé à l'Angleterre et la France, n'a jamais, disons, trouvé le développement comme État centralisé, mais c'était toujours, on dirait à l'époque, fragmenté ou régionalisé. C'est-à-dire il y a des régions, des pays dans des régions qui étaient en principe les centres de gouvernance. Dans le 19e siècle, on a vu un développement où finalement il y avait une formation d'un État allemand qui s'appelait Empire allemand pour des raisons historiques, parce qu'il y avait un empereur comme chef d'État, mais en vérité c'était une union de plusieurs pays, la Grande Prussie et les petits, une vingtaine de petits pays. Mais on a gardé ce principe des pays qui étaient en principe le cœur de gouvernance, en formant après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute de la dictature des national-socialistes, la République fédérale d'Allemagne. Et le nom dit déjà, c'était la création des 10 pays qui ont voté sur la Constitution. Ils ont créé aussi un gouvernement, une structure fédérale avec un gouvernement fédéral, etc. etc. Mais pour la réalité aujourd'hui, nous avons le gouvernement fédéral qui est responsable pour la défense, l'armée nationale seulement, qui est responsable pour la diplomatie. Nous avons seulement un service des affaires étrangères du gouvernement fédéral et d'autres affaires, mais nous avons beaucoup des secteurs où il y a une concurrence, c'est-à-dire une coopération entre les structures de l'État fédéral et les pays fédéraux. Ça touche en principe la plupart des questions, aussi la taxation. On partage les taxes selon des systèmes. Et il y a des responsabilités exclusives des pays fédéraux, comme en principe, on doit le dire, la police, l'éducation primaire et secondaire, et les structures de la santé, etc. Pour cela, nous avons depuis longtemps une expérience, bien sûr, nous avons une capitale, Berlin, mais Paris, c'est la France en principe, ou la politique, etc. Pour l'Allemagne, Berlin n'est pas la ville économiquement la plus puissante. Et nous avons des grands centres comme Munich, Hambourg, nous avons Stuttgart. Si on parle des automobiles, ce sont les villes à retenir. Nous avons une région vers le Rhin. Une ville puissante en termes d'économie ou de politique aussi, parce que ça joue vraiment un rôle qui gouverne dans quelques pays fédéraux en Allemagne. Et nous avons aussi, pas oublié, la diversité culturelle. C'est-à-dire il y a des points d'identification. Nous n'avons pas seulement un grand théâtre à la capitale, mais nous avons une dizaine partout. Et on peut le remarquer, la vie politique et la vie culturelle, ça c'est très, très divers. Et il y a des gens qui veulent toujours aller en Allemagne, pas pour aller à Berlin, mais pour vivre à Munich. Un brassage culturel. Alors sur le plan économique, imaginez un peu qu'il y ait parmi ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre présentement des gens qui veulent investir dans votre pays, en Allemagne. En termes d'opportunités d'investissement, qu'est-ce que vous avez à vendre? Bon, ça c'est bien sûr tout d'abord l'économie forte, plus grande de l'Europe, au sein de l'Union européenne avec le grand marché unique et au centre, et avec une infrastructure impeccable, avec des forces de travail bien éduquées, à commencer avec les ingénieurs, mais aussi avec des main-d'œuvre de toute qualité. C'est-à-dire il y a aussi le centre de finances Francfort comme siège de la Banque européenne
Banque centrale européenne, et aussi avec un paysage des institutions de recherche qui, bien sûr, c'est dans la dimension totale, n'est pas à comparer aux États-Unis, mais dans les institutions individuelles, nous avons le même niveau dans quelques secteurs spécifiques de recherche et des Américains viennent maintenant dans beaucoup de secteurs de recherche pour l'Allemagne pour travailler à nos institutions. Ça, c'est en principe les avantages en général, en résumé. Alors, j'ai sous la main ici un livre qui parle de l'Allemagne en général, les faits et réalités. Et aujourd'hui, vous avez assez d'ambitions, parmi lesquelles on peut citer un engagement en faveur d'un commerce mondial libre et équitable. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre en vue d'atteindre cet objectif? Parce que l'économie de l'Allemagne est très orientée vers le niveau international. Tout d'abord, bien sûr, en ce qui concerne l'Union européenne, mais aussi hors de cela. Nos exports jouent un très grand rôle pour l'économie en général, et ça, c'est à expliquer par la compétitivité des entreprises de l'Allemagne et la haute qualité de nos produits. Mais nous sommes dépendants que ça marche aussi. Nous sommes par exemple dépendants aussi des matériaux primaires et surtout secondaires pour la base de notre industrie. Nous n'avons pas des ressources propres et ça veut dire on est vraiment lié à un commerce international qui est libre et qui fonctionne, et aussi une coopération qui garantisse qu'il y a un échange entre tous les pays. Et pour cela, notre intérêt pour ce que l'on appelle aujourd'hui très souvent le multilatéralisme, c'est-à-dire continuer avec la politique de chercher des solutions pour les problèmes mondiaux, avec une coopération mondiale et pas avec l'égoïsme des pays l'un contre l'autre. Pour cela, ça reste notre conviction, mais aussi avec bonne raison. Et si je peux encore faire une petite référence en ce qui concerne le continent Afrique, bien sûr, le continent africain, pour nous, pour notre économie, est beaucoup plus intéressant après son développement. C'est-à-dire, nous avons un intérêt pour le développement de votre continent, aussi pas individuellement par chaque pays, mais dans votre coopération entre vous, parce que notre économie va profiter de votre développement économique. Pour cela, je pense que c'est faux ce qu'on dit très souvent. Des pays occidentaux veulent arrêter pour des raisons égoïstes le développement en Afrique. Ils ont intérêt que vous restiez sur un niveau plus bas. Non, c'est pas vrai. Hein. Le développement économique de l'Afrique est évidemment dans l'intérêt de notre économie. Une question un peu particulière. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon ambassadeur? Puisqu'on parle de diplomatie dans cette émission. Des qualités Des qualités qui font d'une personne un bon ambassadeur. Ça, c'est peut-être une question à répondre selon la situation. Il y a des qualités différentes aussi selon la situation qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on a l'idéal toujours qu'une personne, aussi un président, une personnalité dans la politique, même dans la vie sociale, doit réunir toutes les choses. Il doit être émotionnel et en même temps rationnel. Il doit être, disons, bon pour les médias, mais quand même, il doit être discret. Hein. Je pense que ça dépend de la situation. Et on ne peut pas réunir toutes les choses dans une personne. Je pense quand même un élément très important est d'être ouvert, capable à écouter et aussi être capable de réagir dans une manière où le message, où les conseils, où les idées arrivent à l'autre côté. Je pense pour un diplomate, ça reste ma conviction,
c'est pas, disons, pour être représenté de parler une langue de force ou de dire, voilà, vous devez faire maintenant ça et ça et ça et ça. Je pense qu'on peut engager autres personnes pour ce travail. Mais pour moi, ça c'est vraiment d'écouter et de voir où sont les possibilités, quels sont les arguments auxquels vous écoutez, quelles sont les forces à mobiliser, quels sont peut-être aussi les partenaires à se réunir pour exercer plus de l'impact sur la situation. Je pense on peut avoir des idées différentes, mais ça c'est mon idée en ce qui concerne un bon travail comme ambassadeur. C'est votre opinion. Tout de suite, quand je venais en émission, il y a un collègue qui m'a dit, tiens Aïssatou, j'aimerais que tu demandes à l'ambassadeur quelle est la place qu'occupe le tourisme dans son pays. Alors c'est le bon moment de vous poser cette question. Comment réagissez-vous? Le tourisme en Allemagne, oui, ça joue un très grand rôle aussi. Il y a le tourisme des Allemands eux-mêmes qui font des déplacements dans les régions touristiques, soit pour bref séjour ou pour long séjour. Aussi avec la diversité où nous profitons, nous avons des montagnes, des Alpes, mais nous avons aussi la mer et nous avons des villes intéressantes, historiques. Nous avons des villes modernes avec une offre de programmes culturels. Mais ça fait l'Allemagne aussi intéressant pour les étrangers, bien sûr. Les étrangers, normalement, ils veulent voir beaucoup plus aussi les aspects intéressants qui font l'Allemagne intéressante. Ce sont des sites peut-être historiques. Et aussi l'offre culturelle qui sont avant tout aussi comme objectif, comme priorité pour le tourisme. Mais je n'ai pas les chiffres, je crois bien que bon, indirectement, il y a une bonne pourcentage de peut-être même directement et indirectement peut représenter à peu près 10% de notre production à l'intérieur. Je me fais ce devoir de vous poser cette autre question, puisque c'est toujours le mois de la femme, en lien avec les femmes. Aujourd'hui, quelle politique d'émancipation pour les femmes dans votre pays? Une grande discussion encore. Et je peux vous assurer, même si nous avons depuis 2005 une femme comme chef du gouvernement, et ça c'est la personne forte de l'exécutif chez nous, on n'est pas encore, les femmes ne sont pas encore contentes et je peux comprendre, on est surtout sous-représentées, les femmes sont sous-représentées dans le secteur économique, sur le niveau de décision. Même dans la politique, c'est pas égalité, loin. Bon, dans la vie culturelle, je dirais ça va à peu près maintenant. Là, il y a des artistes, des auteurs, etc. On est plus proche à l'égalité totale. Mais surtout dans le secteur économique, aussi chez nous, on a, c'était le lundi, je pense, ce Pay Day, vous savez, c'est-à-dire le jour où, à partir de celui, les femmes ont le même salaire, théoriquement, bien sûr. Là, ça a donné aussi raison pour beaucoup des discussions chez nous de dire, voilà, il faut faire quelque chose et si ça ne marche pas par le chemin de la bonne volonté de tous les acteurs, on doit introduire plus de législation pour le faire, comme on a fait aux pays scandinaves, où on est plus proche à l'égalité, peut-être même sur le niveau, du moins dans la politique et presque dans l'économie. Alors vous, en tant qu'intellectuel, qu'avez-vous à dire à toutes ces femmes, peut-être de votre pays, pour qu'il y ait plus de représentativité des femmes, qu'on ait aujourd'hui des femmes comme Dame Angela Merkel? Je pense qu'il y a une vraie chose dedans que les femmes peut-être doivent
ils ont les forces, ils ont les capacités, les talents, ils doivent s'engager encore plus. Hein. On dit très souvent les hommes sont plus ambitionnés peut-être de jouer premier rôle dans la vie ou dans les caméras, devant les caméras, etc. Et les femmes, ils disent on n'est pas tellement intéressé de le faire. Et je pense les sorties publiques de la chancelière sont un peu comme ça, un peu remarquées. Elle n'aime pas, disons, de parler au grand public justement pour évoquer les émotions, hein, mais pour justement, disons, donner des messages rationnels. Là, je pense les femmes peuvent faire beaucoup. Ou aussi, ça c'est sans flatterie, mon expérience déjà au Nigeria, mais aussi ici en Guinée, il y a beaucoup plus de femmes qui m'impressionnent que les hommes. Sorry for the men, mais c'est un peu comme ça. Et je pense qu'une raison est que les femmes, surtout ceux qui représentent ou sont dans quelques positions élevées, ils ont fait beaucoup plus pour y arriver que les hommes. Hein. À commencer avec le fait qu'une femme très connue de ce pays m'a raconté, elle a maintenant presque 80, je pense, ou même plus. À sa jeunesse, c'était absolument exceptionnel qu'une fille peut continuer l'école secondaire, etc., comme condition pour faire plus tard une carrière. Hein. Mais elle a impressionné les gens et pour cela, elle a finalement réussi. Mais je pense il fallait une volonté très, très dure quand même, ou très, très ferme pour avancer. Et pour cela, je pense peut-être les femmes dans des positions ici dans ce pays ont plus de capacité de cette nature que les hommes. Pour eux, c'était plus facile peut-être y arriver avec des amis ou avec, avec la chance, etc. Alors, je le disais tout de suite, l'un des objectifs de cette émission, c'est de créer un certain rapprochement entre les invités et cette jeunesse qui nous suit, l'émulation entre ces différents invités que nous accueillons ici et cette jeunesse qui nous suit. Elle serait peut-être tentée de connaître votre plus grande réussite dans cette carrière. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous avez commencé à exercer ce métier? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai jamais pensé à cela. Pour cette question, peut-être je peux citer un exemple où je suis assez fier de cela. Ça ne touche pas Afrique, malheureusement, mais je pourrais citer aussi des activités ici, et je pense que j'en ai déjà parlé. Mais ça, c'était un moment où j'ai servi en Norvège, à Oslo, et pour un instant, dans un entretien avec le ministre de la formation ou de l'enseignement et de la formation professionnelle et universitaire, ça c'est un ministre responsable pour tout l'enseignement, on a justement provoqué ou posé la question pourquoi pas faire une grande conférence entre le Norvège et l'Allemagne sur l'échange, pas seulement universitaire, mais aussi sur le niveau de la formation professionnelle, sur le niveau des écoles, etc. etc. On savait il y a des initiatives individuelles, mais on a vu c'est peut-être très intéressant de réunir tout le monde à une grande conférence. Et à partir de cela, on a vraiment créé pour la première fois, justement comme ça, une grande conférence, mais c'était bien sûr un succès aussi grâce à la coopération avec plusieurs partenaires qui ont vu la même chance dans une telle entreprise. Ça, c'était un cas individuel. Et ici, c'est plutôt des petites choses où je suis fier aussi, mais ça donne aussi plus de confort, comme notre coopération sur Conakry, capitale mondiale du livre,
et notre participation à 72 heures. Ici, Avec, où nous avons, l'édition l'année Allemande. passée, nous avons réussi de faire venir pour la première fois un auteur allemand et deux qui font les BD. Et je sais qu'à partir de cela, il y a maintenant une relation même entre les dessineurs des BD, ils ont fait un atelier ici et je sais qu'il y a maintenant à partir de cela des contacts entre des auteurs de la Guinée, de l'Allemagne, avec la promesse de faire une production aussi en Allemagne pour eux. Vous semblez très aisé dans cette émission. Est-ce que je peux connaître, vous pouvez nous expliquer un peu comment a été votre première sortie médiatique en tant qu'ambassadeur? En tant qu'ambassadeur, bon, ça, je ne me souviens pas. Mais je peux aussi revenir à Norvège, où j'ai fait une sortie en Norvège. Votre première fois de faire face en aux principe, médias, comment oui, c'était? première fois à la télé pour expliquer aux spectateurs la déception des Allemands parce que la princesse et le prince de Norvège ne pouvaient pas aller en Allemagne à cause des raisons de la santé. On m'a invité, en principe c'était prévu pour expliquer la joie en Allemagne, mais tout au dernier moment, pour des raisons de la santé, on a annulé ça. Et c'était pour moi la première fois que j'étais devant les caméras, vraiment, avec une émission de langue, temps, et avec des questions et avec un échange. Et bon, avec le Norvège, ça va, mais c'est quand même. On peut apprendre beaucoup, bien sûr, hein, surtout si on parle toujours sur les mêmes sujets à peu près ou explique la situation. Et vous profitez maintenant vraiment du fait que les spectateurs profitent du fait que ce n'est pas la première fois ici. D'accord. Alors, la caméra vous appartient. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Son Excellence? Maintenant pour la fin? Oui. Ok. Non, je reviens encore avec peut-être cette fois-ci adresse directement à la jeunesse de la Guinée. Je vois où j'ai rencontré beaucoup d'entre vous qui sont pleins de talent, de l'initiative, et je sais qu'il faut avoir plus de confiance pour chercher, utiliser, profiter vraiment des chances qui s'ouvrent ici. Il y en a, et on doit faire beaucoup plus aussi dans la coopération, mais les premiers pas et l'essentiel, ça vient de vous. Merci. Son Excellence, Monsieur Matthias Welter, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne ici en Guinée. Merci de répondre à nos questions. Merci à vous. Et en allemand, ça se dit Danke. Hein? Danke. Ja. D'accord. Bitte schön. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Bonsoir et au revoir.